Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les théories du complot se multiplient, faisant concurrence aux accusations de manipulation de bourse lors de la crise de 1907. En décembre 1912, le magnat doit paraître pour une audition publique devant le Congrès à Washington, ça rigole pas, pour juger de sa responsabilité de la crise d'il y a 5 ans. Connaissant l'esprit philanthrope de son maître, Bell souffre en elle-même de le voir comme ça accusé. Elle le sent vieillir, perdre en maîtrise et en confiance. Pour couronner le tout, une enveloppe adressée à Mr. Russell Greener, au bon soin de Miss Green, était arrivée à la Morgan Library. Leur père indigne les avait enfin retrouvés. Dans sa lettre, Richard exige que Russell prenne contact avec lui pour régler enfin les affaires d'héritage de son cousin, souvenez-vous, Isaiah Wares. La lettre se termine par une menace des plus mystérieuses, sans quoi, 3 petits points. Et rongée d'angoisse, Bell brûle la lettre. Elle n'informe pas son frère. Le matin du 31 mars 1913, alors que JP Morgan est en voyage à Rome, elle apprend, de la part de sa fille, que son cher et tendre mécène vient de décéder. Et elle s'évanouit d'émotion. Dès l'arrivée du cercueil à New York, le corps de celui qu'elle surnommait Big Chief est emporté à sa bibliothèque où se rendent tous ses fidèles amis pour lui rendre hommage. Le matin de ses funérailles, la bourse reste fermée. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de New-Yorkais se rend sur le parvis de l'église Saint-Georges pour saluer le passage du cortège funéraire. Après la cérémonie officielle, Bell est conviée à accompagner la famille proche au cimetière d'Hartford pour suivre la dernière étape des obsèques, sous la pluie. Bien qu'elle soit traitée comme l'un des leurs, elle ne se sent plus à sa place. Le deuil la terrasse et elle ne sait plus comment envisager l'avenir. Toutefois, elle apprend que Morgan n'a rien modifié à son testament. Conformément à ce qu'il lui avait annoncé des années plus tôt, il lui léguait $50,000 et les droits de direction de sa bibliothèque. Elle toucherait donc le même salaire jusqu'à sa mort. Pourtant, des offres d'emploi fleurissent de partout. Les institutions la réquisitionnent pour son expertise. Les collectionneurs la submergent de louanges dans leurs lettres. Soudainement, il naît en elle le sentiment de ne plus être légitime. Elle n'a plus personne à représenter, derrière qui se cacher. Elle doit endosser sa carrière seule, et ce, face au fils de Morgan, un banquier sérieux, loin d'être bibliophile. En héritant de la banque et de toutes les sociétés de son père, Jack Morgan a fait la découverte des nombreuses dettes que son paternel lui léguait. Malheureusement, le financier est dépourvu de toute sensibilité littéraire ou artistique et compte bien s'attaquer à la bibliothèque pour rembourser carrément les emprunts du père. Il souhaite dresser un inventaire exhaustif de toutes les œuvres de la Morgan Library avant d'en vendre certaines et compte sur le soutien de Bell. Le projet, on l'imagine, la révolte, mais elle accepte sans réfléchir davantage, elle n'a pas tellement de choix. Au cours des mois suivants, 2 lettres de Richard Greener arrivent à la Morgan Library. Son ton se fait de plus en plus menaçant. Il exige maintenant qu'elle le retrouve à Chicago début janvier. Et là, impossible de refuser. Le même jour, elle reçoit une lettre de son bien-aimé Berenson qui lui annonce qu'il traversera l'Atlantique en décembre et serait à New York la même semaine, évidemment, que l'entretien exigé par son père. Le 5 janvier 1914, Bell arrive à Chicago par un froid glacial. Oui, janvier à Chicago, il fait pas chaud. À son arrivée à l'hôtel, elle trouve un Greener dans l'annuaire et le fait appeler par la réception. Il la convie à son domicile. Retourner affronter sa communauté, j'allais dire primitive, la pétrifie. Elle avait fait tant de chemin pour s'arracher définitivement. Voilà que son père exige maintenant qu'elle y retourne pour leur entrevue. À son grand étonnement, l'adresse indiquée par la tante se situe à Hyde Park, l'un des quartiers blancs les plus racistes de la ville. Une fois introduite par une domestique dans le bureau de Greener, son père lui réserve un accueil des plus froids. Outre sa barbe blanche, elle le trouve inchangé.
un ton solennel et des propos aussi narcissiques qu'autrefois. Très vite, une dispute éclate. Il prétend que son fils lui a dérobé sa fortune. Elle rétorque que Russell Greener n'existe plus, remplacé par un jeune ingénieur du nom de D'Acosta Green, qui n'a aucun lien avec Richard. Elle lui prie de déclarer son fils comme officiellement disparu pour récupérer l'héritage en entier.